président de la République salue son homologue togolais après une visite de travail de 2 jours dans notre pays. Le Premier ministre préside une réunion du comité interministériel chargé de l'amélioration des conditions de vie des populations des localités de la zone frontalière du Mali. Le ministre de la Santé donne à partir d'Atar le coup d'envoi de la 4e campagne de vaccination nationale contre la pandémie de la Covid-19. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Avant d'entamer ce journal, n'oubliez pas de vous protéger de la Covid-19 en vous faisant vacciner, mais également en observant les mesures barrières. Alors, je vous le disais en titre, le président de la République togolaise, Monsieur Faure Gnassingbé Eyadema, a quitté Nouakchott ce matin à l'issue d'une visite d'amitié et de travail de 2 jours dans notre pays. L'hôte de marque togolais a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott Oumountounsi par le président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et le premier ministre Mohamed Ould Bilal. Il a été également salué par le président de l'Assemblée nationale, le député Cheikhoul Baya, le président du Conseil constitutionnel, M. Diallo Mamadou Bacha, le chef de file de l'opposition démocratique, M. Brahim Ould Bekay, le ministre secrétaire général à la présidence de la République, le directeur de cabinet du président de la République, les chefs d'état-major des forces armées de sécurité, le chef d'état-major particulier du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Après avoir écouté les hymnes nationaux mauritaniens et togolais et passé en revue des formations venues rendre honneur, le président togolais a salué les membres du gouvernement mauritanien, les hauts fonctionnaires de l'État, les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales accréditées à Nouakchott. En images.
communiqué final a sanctionné la visite du président togolais dans notre pays. Communiqué dans lequel les deux présidents se sont félicités du niveau de leur coopération exemplaire. Bokar Baylaba. À l'invitation de son homologue et frère, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, son Excellence M. Faure Essaouzmana Gnassingbé, président de la République togolaise, chef de l'État, a effectué les 13 au 14 octobre 2021 une visite d'amitié et de travail en Mauritanie à la tête d'une importante délégation comprenant plusieurs ministres et hauts fonctionnaires. Cette visite s'inscrit dans le cadre des excellentes relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Elle traduit la volonté commune des deux présidents de consolider et de renforcer davantage, par le biais de la concertation régulière et du dialogue permanent, les liens historiques d'amitié et de fraternité qui unissent les deux peuples frères, mauritaniens et togolais. Au cours de cette visite, les deux présidents ont eu un entretien en tête-à-tête qui fut l'occasion de passer en revue les relations bilatérales ainsi que les questions sous-régionales, continentales et internationales d'intérêt commun. Les deux chefs d'État ont également eu une séance de travail élargie aux membres de leur délégation qui a mis en relief une large convergence de points de vue sur l'ensemble des sujets abordés. Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Son Excellence M. Faure Essaouzmana Gnassingbé se sont félicités de cette convergence de vues et ont, sur le plan bilatéral, réaffirmé leur ferme volonté de tout mettre en œuvre pour développer et raffermir les liens de coopération entre les deux pays dans l'intérêt de leurs deux peuples frères. Sur le plan multilatéral, les deux chefs d'État ont rappelé à la communauté internationale l'urgence de la mise à disposition des pays africains des vaccins nécessaires pour faire face à la pandémie du Covid-19. Ils ont aussi souligné la nécessité d'une annulation de la dette africaine en vue de créer les conditions propices d'une reprise économique post-Covid rapide et durable. En outre, les deux chefs d'État ont exprimé leur vive préoccupation par rapport à la violence dans la sous-région du Sahel et leur inquiétude quant au risque de son extension aux pays voisins. Ils ont également, par la même occasion, réaffirmé la nécessité d'un renforcement de l'engagement de la communauté internationale aux côtés du G5 Sahel dans sa lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que dans ses efforts en vue de construire un développement durable et inclusif. Les risques majeurs liés au changement climatique ont également fait l'objet d'une attention particulière des deux chefs d'État qui ont rappelé que l'Afrique, qui pourtant contribue très peu à l'émission de gaz à effet de serre, en est cependant la première victime. Ils ont par la même occasion renouvelé leur ferme volonté de contribuer activement à la réalisation des engagements internationaux en matière de promotion d'énergie propre et d'atténuation des effets du changement climatique. Dans la perspective de la COP26 et du sommet des leaders mondiaux prévu à Glasgow, en Écosse, en novembre prochain, les deux présidents ont lancé un appel aux pays industrialisés afin de tout mettre en œuvre pour contribuer de façon significative à la réduction des gaz à effet de serre ainsi qu'à la promotion des énergies renouvelables. Au terme de sa visite, Son Excellence le Président, M. Faure Essaouzmana Gnassingbé, a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à son homologue, Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à son gouvernement et au peuple mauritanien pour l'accueil fraternel, l'hospitalité généreuse et les marques d'attention dont lui-même et sa délégation ont fait l'objet tout au long de leur séjour. Son Excellence le Président, M. Faure Essaouzmana Gnassingbé, a adressé une invitation à son homologue et frère, Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour effectuer prochainement une visite en République togolaise. Cette invitation a été acceptée avec un grand plaisir
et la date de cette visite sera fixée ultérieurement par voie diplomatique. Le présent communiqué conjoint est établi en 2 versions, arabe et française, les 2 textes faisant également foi. Merci. Le Premier ministre Mohamed Ould Bilal Messoud a présidé aujourd'hui à la primature une réunion du comité interministériel chargé de l'amélioration des conditions de vie des populations des localités de la zone frontalière du Mali. L'action du comité permet de définir, de sélectionner les domaines d'intervention et les organismes gouvernementaux chargés de les exécuter avec la rapidité requise, que ce soit pour les services de base, l'appui à l'encadrement des sociaux, le développement local, l'emploi, le financement ou encore la protection sécuritaire. Au total, 229 localités des wilayas du Guidjimara, de l'Assaba et des 2 Hauts sont concernés. La réunion est ouverte à tous les secteurs et services pour élaborer un programme complet et bien coordonné permettant l'exécution du programme du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui fait des prestations de services, l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables et leur intégration dans le tissu économique, la priorité des priorités. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mohamed Melaini Ould a tenu jeudi à l'Institut pédagogique national IPN à Nouakchott une réunion avec les partis politiques, l'Union des anciens ministres mauritaniennes et les associations des parents d'élèves et étudiants. Une rencontre au cours de laquelle s'inscrit une série de rencontres qu'organisent les acteurs pédagogiques avec les personnalités, les hommes d'expérience et les experts dont l'objectif est de contribuer aux réformes du système éducatif national. S'exprimant au nom des partis de la majorité, Cheikh Mohamed Taqiyullah a déclaré que l'exposé du ministre a porté sur 11 thèmes prenant en compte le processus de 1999, les journées de concertation de 2013 et la période qui va de 2013 à nos jours avec ce qu'elle a connu comme prémisse de réforme. Il a ajouté que la plupart des représentants des partis politiques étaient des experts du domaine qui ont soumis des suggestions importantes. Pour sa part, le représentant de l'APP, M. Mohamed Lemine Ould Nati, il a affirmé que les discussions étaient de haut niveau entre les personnalités et hommes d'expérience dans un climat de liberté empreint de bonne volonté, chacun appréciant la démarche pour l'évaluation de ces réformes afin de tirer les leçons positives ainsi que les points forts et les points faibles. Nous restons toujours au chapitre de l'éducation avec l'association Nessim pour l'action culturelle et sociale qui a organisé à Nouakchott en coopération avec le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif une cérémonie de remise de prix aux élèves et aux écoles qui se sont distinguées. C'est un reportage d'Abdullah Damaba. En soutien à l'instauration d'une école républicaine, l'ONG Nessim pour l'action culturelle et sociale a dédié ses prix aux différents segments de l'école qui se sont distingués l'année écoulée. Ce prix a été instauré en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Mohamed Melaini Ould, ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, a affirmé que ce geste rentre dans le cadre de l'accompagnement à la mise en place d'une école républicaine. Il a aussi précisé que l'année dernière était marquée par la pandémie du Covid-19, rendant ainsi les conditions d'études difficiles. Ces prix visent à susciter une saine émulation dans le milieu scolaire et à encourager les piliers du système éducatif, à savoir les directeurs, enseignants et apprenants. Le président de l'ONG Nessim, Mokhtar Ould El Khalifa, a pour sa part mis en avant l'importance de l'éducation
Ce qui précise-t-il à motiver cette intervention au profit des différents segments de l'école. Du côté de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants, cet acte a été salué à sa juste valeur. Son représentant a remercié l'ONG Nassim et déclarant que le processus de réforme du système éducatif doit débuter par l'amélioration des conditions des enseignants. Ainsi, 3 établissements qui se sont distingués l'année dernière ont été primés. Ces écoles ont obtenu un taux très élevé de réussite pour le concours d'entrée en première année de collège. Les 3 directeurs de ces établissements ont aussi été distingués, de même que les 3 instituteurs en arabe et français. Les 3 meilleurs élèves au niveau de la capitale ont aussi reçu des prix durant ces rencontres. Le montant global des prix qui ont été distribués équivaut à 10 millions de l'ancien Ouguiya, ce qui augmentera de l'ordre de 50% pour les prix qui seront décernés pour le compte de l'année scolaire en cours. Alors, comme prévu, la 4e campagne nationale de vaccination contre la pandémie de la COVID-19 a débuté jeudi, c'est-à-dire aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de 3 jours. Son coup d'envoi a été donné à Attar par le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahab, qui a indiqué pour l'occasion que 500 000 doses ont été mobilisées pour le besoin de cette présente campagne. Mohamed Khatat nous en dit plus. C'est à partir d'Attar, la capitale de la wilaya de l'Adrar, que le ministre de la Santé, M. Sidi Ould Zahab, a supervisé le lancement de la 4e campagne nationale de vaccination contre la COVID-19 en présence du wali de l'Adrar, M. Mpali Haddadi Yatera, des autorités administratives et sécuritaires et des élus. L'occasion pour le ministre de la Santé de préciser que la dernière vague du coronavirus était plus virulente et plus sévère et son impact plus important sur les wilayas du Nord que ses précédentes. La moyenne des cas de contamination sur l'échelle nationale avoisinant les 8 cas sur 1000, alors que dans les wilayas du Nord, ce taux était de 20 cas sur 1000. Ce qui, dit-il, a amené le président de la République à ordonner le lancement d'une 4e campagne de vaccination à partir des wilayas du Nord et plus précisément d'Attar, la capitale de l'Adrar. Cette campagne de vaccination sera soutenue par une campagne de sensibilisation et de mobilisation générale menée par les autorités administratives en étroite collaboration avec les oulémas, les acteurs locaux et la société civile, lesquels se verront confier les villes réparties en quartiers pour inciter les populations à affluer vers les centres de vaccination. Sachant que cette campagne se poursuivra jusqu'au 19 octobre courant et même au-delà jusqu'à épuisement total des stocks de vaccins qui sont de 534 410 vaccins d'AstraZeneca. De son côté, le maire adjoint de la commune d'Attar a remercié le ministre pour les efforts énormes déployés pour faire face au coronavirus, insistant sur celui des autorités administratives dans la lutte contre la pandémie et appelant les élus locaux à s'investir dans cette campagne. En marge du lancement de cette 4e campagne nationale de vaccination contre la COVID-19, le ministre de la Santé a effectué une visite de terrain et d'information à l'hôpital régional d'Attar, où il a écouté des explications des responsables de cet important édifice encore en construction. De même qu'il a visité le centre hospitalier fonctionnel de la ville d'Attar, où il s'est enquis des prestations sanitaires qu'il dispense au profit des citoyens. Nous restons dans la wilaya de l'Adrar où le ministre de la Santé séjourne en ce moment. Sidi Ould Zahab, accompagné du wali de l'Adrar, Haddadi Mpali Yatera, a tenu une réunion aujourd'hui dans la ville d'Attar avec les élus et les travailleurs du secteur de la santé. Au cours de la rencontre, le ministre a écouté les explications des travailleurs du secteur de la santé qui ont exposé leurs problèmes auxquels ils font face, indiquant que le secteur ne ménagera aucun effort pour rapprocher les services de santé des citoyens. Le ministre a souligné que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, accorde une attention particulière aux ressources humaines en général et ceux du secteur de la santé en particulier.
Ici à Nouakchott, le ministre de l'Élevage, le Mrabatou Benahi, a signé aujourd'hui à Nouakchott avec 3 banques nationales des conventions de financement au profit d'investisseurs dans le secteur de l'élevage. Ces financements profiteront aux éleveurs sous forme de prêts. Bokar Baylaba. 3 milliards d'anciennes ouguiya, c'est le montant de l'enveloppe financière mise à disposition par les banques nationales. Objectif, contribuer aux efforts nationaux pour améliorer et développer les ressources animales. Les institutions financières ayant apposé leur signature sont la Banque nationale de Mauritanie, la Banque El Amana et la Banque mauritanienne d'investissement. Et à cette occasion, le ministre de l'Élevage, Lemrabot El Benahi, a déclaré que le président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, accorde un grand intérêt au secteur de l'élevage. Il a précisé que le pastoralisme offre d'importantes niches qui contribuent de manière efficiente à l'amélioration de la production de viande rouge, les produits laitiers, l'industrie du cuir, entre autres. Et il a remercié les responsables de ces banques pour cette louable démarche. Autre intervention, c'est celle faite par le président directeur général de la Banque nationale de Mauritanie, Mohamed El Naïgad, qui a indiqué que le secteur de l'élevage a un rôle central dans le développement de l'économie nationale à travers sa contribution effective à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Le PDG de la BNM a rappelé que le secteur de l'élevage offre d'importantes opportunités d'emploi. Pour rappel, la foire nationale de l'élevage organisée au mois de mars passé à Timbedra, à Hodr Sharqi, avait permis aux différents acteurs et investisseurs d'entrevoir une stratégie concertée d'impulsion du secteur de l'élevage et de valorisation de ses produits et dérivés. Nous quittons la Mauritanie pour Dubaï, aux Émirats arabes unis, où la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Naha Bint Hamdi Ould Mouknas, a supervisé la signature d'un accord entre notre pays et une entreprise néerlandaise pour l'implantation d'une usine en Mauritanie dans le but d'améliorer la qualité des matériaux de construction des infrastructures routières. Compte rendu Emina Khalil. Un accord de partenariat a été signé entre notre pays et l'entreprise PowerSem des Pays-Bas. Cet accord a été signé au niveau du pavillon mauritanien à l'Expo Dubaï 2020 et vise la construction dans notre pays d'une usine d'amélioration des produits de construction et d'infrastructures routières. La signature de cet accord a eu lieu en présence de la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Naha Bint Mouknas, et de l'ambassadeur de notre pays aux Émirats arabes unis. La valorisation des matières primaires locales, le transfert du savoir-faire et la création de nouvelles opportunités d'emploi constituent des composantes principales de cet accord. Le directeur de l'industrie au ministère a affirmé à cette occasion que le présent accord contribuera positivement au développement et à l'amélioration des infrastructures nationales. La ministre a visité les différentes parties du pavillon mauritanien et a examiné de près les produits exposés. Le pavillon mauritanien attire des visiteurs de toutes les nationalités et offre une palette de produits traditionnels et d'outils du quotidien d'autrefois. Les habitudes et coutumes du peuple mauritanien sont elles aussi au cœur de ce pavillon, en plus de multiples opportunités économiques, de quoi attirer l'attention des investisseurs et ajouter de la valeur aux produits locaux. Autre convention signée aujourd'hui, mais cette fois-ci à Nouakchott, il s'agit de celle paraphée par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle avec le réseau des Procapec et la Caisse de dépôt et de développement. L'objectif est de financer plus de 700 projets de développement. Abdoulaye Damaba. D'un montant global estimé à 1 milliard de l'ancien Ouguiya, tel est le montant des financements des projets de création et de financement des PME existants dans le cadre de la deuxième phase du programme Mon projet, mon avenir. Cette convention a été signée entre le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, la Caisse de dépôt et de développement CDD et la Procapec. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Taleb Ould Ahmed, a affirmé que cette convention signée avec la CDD et la Procapec va permettre aux bénéficiaires de disposer d'outils pour mettre en œuvre leurs projets, ce qui, dit-il, va faciliter l'insertion professionnelle des acteurs qui ont bénéficié de ce programme. Cette convention permettra de financer des centaines de projets PME
dans différents secteurs de l'économie. Je dois dire que le programme intervient dans toutes les mouratas du pays, suivant les spécificités et les dotations factorielles spécifiques à chacune des mouratas. La Caisse des dépôts et de développement, la CDD, en tant qu'opérateur financier, s'emploiera à faire en sorte que le programme se déploie dans les meilleures conditions qui soient, de manière à ce qu'il y ait un impact concret sur l'économie. Comme vous le savez, c'est un processus qui a été actionné depuis quelque temps à travers des missions qui ont eu à sillonner tout le territoire national. Quant à la directrice de la Procapec, elle a rappelé l'objectif de cette convention tripartite, ce qui, dit-elle, va toucher plus de 700 citoyens afin d'améliorer leurs conditions de vie. Cette convention, qui rentre dans le cadre du programme au projet Mon Avenir, est l'un des plus grands projets de ce département ministériel qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le chômage. Il va ainsi toucher toutes les mouratas du pays. Et nous restons avec les activités des membres du gouvernement. La ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Mme Naha Mintharoun Ould-Cheikh Sidia, a supervisé une cérémonie de remise de fonds au profit des femmes, des filles et des personnes à mobilité réduite. Ces financements comprennent 764 activités génératrices de revenus à hauteur de 20 millions de nos nouvelles Zouguia. Mohamed Khattat. Pas moins de 734 micro-projets collectifs et d'activités génératrices de revenus détenus par des femmes, des filles et des personnes vivant avec handicap ont reçu ce jeudi leur financement des mains de la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Mme Naha Mintharoun Ould-Cheikh Sidia, au cours d'une cérémonie de remise à laquelle ont assisté le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile et le délégué général à la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion Théazour. L'occasion pour la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille de préciser que la prise en charge des femmes et des personnes vivant avec un handicap figure parmi les priorités du président de la République inscrites dans son programme élargi Oulawiyati, préparé et mis en œuvre dans les circonstances d'une crise sanitaire mondiale, la Covid-19, qui s'est invitée dans les économies et les méthodologies de développement partout dans le monde. Il est à noter qu'une enveloppe financière d'environ 20 millions de nouveaux Zouguia, soit 200 millions d'anciennes Ouguia, a profité à ces 734 projets collectifs et activités génératrices de revenus montés par des femmes, des filles et des personnes vivant avec handicap. Pour la présidente de l'association des femmes chefs de famille, Aminatou Moutel-Mokhtar, il faut saluer, dit-elle, le département de l'action sociale pour son dynamisme, sa vivacité et le soutien palpable apporté à la femme mauritanienne sans discrimination. Même son de cloche chez cette autre bénéficiaire qui affirme que son association regroupe 50 femmes, mères d'orphelins, qui ont bénéficié de ces financements à hauteur de 10 millions d'anciennes Ouguia pour leurs activités génératrices de revenus. D'autres bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction et remercié le président de la République, le gouvernement et la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille pour ces généreux appuis qui leur permettront de réussir leurs activités et d'atteindre le niveau de bien-être souhaité. La cérémonie de remise de ces financements a été également l'occasion de visualiser un documentaire sur l'autonomisation des femmes et des groupes sociaux vulnérables. Et nous clôturons ce journal par la situation épidémiologique du pays relative à la pandémie de la Covid-19 qui a été caractérisée au cours de ces dernières 24 heures par l'enregistrement de 41 nouvelles contaminations, 34 guérisons et malheureusement un décès. Ainsi, le nombre total de contaminations depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire le 13
mars 2020 a atteint 36 550 cas de contamination, dont 35 349 guérisons et malheureusement 786 décès. Voilà qui met fin à cette édition. Le rappel des titres. Le président de la République salue son homologue togolais après une visite de travail de 2 jours dans notre pays. Le Premier ministre préside une réunion du comité interministériel chargé de l'amélioration des conditions de vie des populations des localités de la zone frontalière du Mali. Le ministre de la Santé donne à partir d'Atar le coup d'envoi de la 4e campagne de vaccination nationale contre la pandémie de la Covid-19. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Demain soir, vous aurez rendez-vous avec le doyen Yeda Ali Hassan. En attendant, n'oubliez pas de vous faire vacciner, mais également de respecter les mesures barrières.